Bonjour tout le monde, c'est Théo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter donc de plusieurs thématiques à la fois. La densité nutritionnelle, la biodisponibilité, les formes actives, les synergies, les cofacteurs et antagonistes. Donc ça, c'est un point qui est central dans la guérison de votre santé digestive. Je parle souvent voilà, de ces termes-là, j'emploie souvent ces termes-là, sans prendre le temps forcément de les définir, ou du moins pas précisément. Cette vidéo permet enfin de répondre à cette question. Bien souvent, j'explique que les pathologies naissent soit d'une carence en nutriments, soit d'un excès de toxicité. Eh bien, la biodisponibilité, ça va être une des plus grosses variables des carences, mais également de toxicité, d'accord. En vérité, ce sont les deux faces d'une même pièce. Donc comprendre cette notion-là, c'est vraiment fondamental. Et si à l'heure actuelle, vous avez l'impression de manger comme 4, mais que vous n'en tirez absolument aucune énergie, c'est peut-être parce que vous n'assimilez pas ce que vous mangez, ce sera l'objet d'ailleurs de la vidéo suivante, mais c'est aussi peut-être dû au fait que vous n'avez pas de cofacteurs qui permettent d'acheminer les nutriments que vous cherchez à assimiler correctement d'un point A à un point B. Pour ceux qui se souviennent, dans cette vidéo précédente, on avait établi ensemble la stratégie pour correctement assimiler les nutriments qui te feront guérir. Cette vidéo, encore une fois, c'est un petit peu la suite, ou plutôt la version détaillée de cette partie-ci. La vidéo complète sur comment réparer sa muqueuse intestinale, elle traitera que de cette partie-là. C'est également en lien direct avec la vidéo sur l'hydratation. On avait déjà vu tout ce système d'électrolytes principaux, les secondaires, mais également les cofacteurs non électrolytiques, etc. La densité nutritionnelle, ce sont donc des notions qu'on a déjà vues. Et là, on va juste voilà, prendre le temps de définir correctement ce principe. Donc vidéo plutôt rapide normalement. Donc si tu vois qu'il y a une dissonance entre ce que tu manges et l'énergie perçue, c'est sûrement à cause de ça. Donc il y a une phrase qui est bien connue, qui est tu es ce que tu manges. Rien de plus faux, parce que tu as beau manger correctement, justement. Si tu n'assimiles pas derrière, et ben, il va rien se passer. Donc la vérité, c'est que tu es ce que tu assimiles. Ce qui pose en fait en opposition manger et se nourrir. Ça c'est encore autre chose, hein, parce que les gens ne font pas forcément le lien entre le volume et l'énergie ou nutriments qu'on va en tirer. Donc souvent je dis aux gens aussi d'arrêter de manger du carton. C'est ça en fait. Manger ça sert à rien, ça sert strictement à rien. Manger c'est inutile. Si demain je vous sers une substance comme du konjac par exemple, le konjac c'est un aliment qui est très volumineux, d'accord, mais très peu calorique. Donc il n'y a pas d'énergie dedans, et il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de minéraux. Donc dans les faits, on mange quelque chose, ça prend de la place et ça cale l'estomac, mais notre corps va strictement rien en tirer. Donc on mange, oui, on n'est pas nourri, parce qu'on mange du carton. Quand on est nourri, on vient en fait ajuster des variables, comme un aliment vide de nutriments ne pourrait pas le faire. Donc on va s'appuyer sur trois facteurs pour estimer qu'un aliment, voilà, ou les nutriments qui sont dedans vont être absorbés de manière efficace. La première chose, c'est est-ce que l'aliment il est dense en nutriments. On l'a déjà abordé ensemble. Et grosso modo, c'est quelle quantité de nutriments y a-t-il pour une portion. Donc on parle souvent de 100 grammes. Et l'exemple qui revient souvent, ce sont les abats ou les fruits de mer qui sont vraiment intestables en général. Et ce, même en mangeant en très petite quantité. Donc la densité en nutriments, c'est ça. Ensuite, nutriments sous formes actives. La dernière fois, il me semble que j'avais pris la vitamine A comme exemple, donc les formes actives, ou la forme active, ici on va prendre le fer comme exemple, ça va être la forme de fer que le corps va utiliser ou transformer à partir d'une autre forme de fer à des fins utiles. On a donc le fer héminique, donc le fer qui vient du sang, et le fer non héminique, le fer végétal. Ici, on a comparé viande rouge et lentilles, et effectivement, en termes de densité, les lentilles au 100 grammes contiennent plus de fer. Ça c'est vrai. Il y a en moyenne 3,3 mg de fer pour 100 grammes de lentilles contre 2,5 pour la viande. Le souci c'est que on est en présence pour la viande de fer héminique et non héminique pour les lentilles. Donc déjà de base, juste par la forme du fer, on va avoir une plus faible biodisponibilité. Donc en vérité, on va jamais métaboliser 3,3 mg de fer, mais beaucoup moins que ça. On parle de quasiment la moitié par rapport au fer héminique. Mais ensuite, et ça sera le point numéro 3, ce sera la présence d'antagonistes. Un antagoniste ici, ce seront les phytates, les tanins et également les fibres. Les phytates et tanins, ce sont des toxines végétales, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on a écrit un guide avec Carla que je mets en description. Sinon, je ferai une vidéo spéciale pour ça, pour vulgariser un peu la chose et que ce soit plus digeste. Grosso modo, les phytates et les tanins vont diminuer la biodisponibilité du fer en question, tout comme les fibres d'ailleurs. Niveau cofacteurs, dans la viande, on a de la B12 et des protéines. La B12 et les protéines vont faire en sorte que le fer héminique soit plus facilement assimilé et assimilable. Alors que le fer non héminique, on a besoin de vitamine C. Et dernier point donc, c'est la méthode de cuisson. La viande, personnellement, je la mange plutôt régulièrement crue, hein, pour ne pas perdre trop de nutriments à cause de la cuisson. Encore une fois, quand je fais ça, c'est de la viande de très très grande qualité, donc sinon je la cuis, mais pas beaucoup, je la mange quasiment bleue. En revanche, les légumineuses, si on veut faire ça dans les règles de l'art, il faut les faire tremper, puis les faire bouillir. Le problème, c'est que plus les process de cuisson sont nombreux, complexes et, comment dire, agressifs, plus on va perdre de nutriments. D'ailleurs, c'est le cas également pour les protéines qui sont dans les lentilles. Effectivement, au 100 grammes, alors j'ai plus la valeur en tête exacte,
mais entre lentilles et viande, c'est kiff-kiff. Cependant, à cause des toxines qui sont dans les lentilles même et les processus de cuisson pour pouvoir les manger sans trop de toxines, eh bien, beaucoup de protéines partent dans l'eau de cuisson des lentilles. Donc on perd encore en teneur en protéines, d'autant plus qu'elles sont même pas complètes, elles n'ont pas un aminogramme complet. Donc ça c'est encore autre chose, mais c'est encore un autre exemple en fait de biodisponibilité. En résulte de tout cela, un taux d'absorption qui n'est pas le même. Donc à densité égale, voire supérieure, en vérité, ce qu'on va assimiler n'a plus rien à voir. Et ensuite, troisième point, c'est la question de synergie. Donc les synergies, en vérité, c'est le parfait équilibre entre un nutriment et les cofacteurs et l'antagoniste pour faire en sorte que le nutriment soit utilisé efficacement. Donc ça, on a déjà vu avant avec la roue ici, la roue des minéraux, la roue des vitamines. Ça pareil, c'est fondamental à respecter. J'ai pris plein d'exemples dans la vidéo. Je parlais de la vitamine D avec le magnésium, le ratio zinc-cuivre encore comme autre exemple. Donc allez voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et donc ces trois facteurs déterminent si le nutriment en question va être biodisponible et donc assimilable. Donc que faire? Déjà, je vous encourage à télécharger le guide des vrais super aliments. Dans ce petit guide, plutôt rapide à lire en fait, car dedans il y a selon moi les meilleurs aliments, en tout cas les plus denses, les plus riches et les plus biodisponibles surtout. C'est ça en fait qui se prend en compte, c'est que dans ce guide-là, vous allez retrouver donc une liste argumentée des meilleurs aliments à introduire dans votre diète, et ça prend en compte en fait le côté biodisponible, le côté toxique, le côté densité et même le prix. C'est vraiment pour moi les meilleurs aliments à introduire parce qu'ils sont ultra rentables en fait. Et une fois que vous aurez pris connaissance de ces aliments-là, il faut en introduire selon votre profil. Évidemment, ça paraît évident, hein, mais pour une pathologie X ou Y, les recommandations pourraient fluctuer. Si jamais vous avez un déficit d'acide gastrique, ne partez pas sur un régime ultra carné de but en blanc comme ça en un jour, en une transition rapide, ça ne marchera pas. On fait ça tout doucement, d'accord? Si vous êtes intolérant aux fruits de mer, pour le moment, ne bourrinez pas les fruits de mer. Orientez-vous sur d'autres choses. Donc ça, c'est toujours hyper important. Quand on vous donne des conseils de moi ou n'importe qui, il faut toujours les appliquer, mais en mettant en perspective votre pathologie actuelle. Au besoin, réparer sa muqueuse intestinale, entre autres. Donc ça, c'est l'objet de la vidéo suivante. Et on évite les habitudes qui sont anti-biodisponibilité. Alors les diurétiques, c'est ce qui va vous faire uriner à mort. Le problème, c'est que trop d'urine, trop de diurétique, ça fait fuir des minéraux, on l'a déjà vu. Le magnésium est le plus grand représentant. Les toxines végétales, pareil, sont des chélateurs de minéraux, donc ça vient diminuer leur disponibilité. Les compléments alimentaires au hasard, parce que ça va venir altérer la fameuse roue des minéraux et la roue des vitamines. Encore une fois, ça va créer un déséquilibre qui en fait n'est pas du tout productif. Le manque de soleil, alors ça en fait c'est pareil, je tends une perche. Ce sont des habitudes qui relèvent en fait de l'hygiène de vie et qui pourraient sembler ne pas forcément être liées à la santé en tout cas digestive. Alors pour le soleil, là l'explication elle est évidente parce que le soleil permet la synthèse de vitamine D, donc ça reste une vitamine, donc ça reste quelque chose, un nutriment voilà, qui dépend de cofacteurs, qui a ses propres antagonistes, etc. C'est vrai, mais il y a beaucoup d'habitudes du quotidien qui ne sont pas forcément liées à ce qu'on mange, donc le soleil, le stress ou le sommeil par exemple, ou même l'activité physique sportive, donc 4 habitudes qui ne sont pas forcément dans notre esprit directement corrélées à la santé digestive, et pourtant elles ont bel et bien un lien. Mais je ferai une vidéo sur ça, sur sommeil et santé digestive, le sport, le stress, etc. On vous en fera pour vous expliquer un petit peu comment toutes ces notions en fait sont interdépendantes. Donc voilà, vidéo ultra rapide pour expliquer ce que c'est cette histoire de densité, de ce qui est biodisponible ou pas, les formes actives ou pas. Sachez que toutes les vitamines, tous les minéraux n'ont pas qu'une seule forme. Le magnésium, il a 11, 12, 13, 14 formes, il y a même plus que ça. Le calcium en a plusieurs, le fer en a plusieurs. La vitamine D, elle a deux formes. La vitamine D2 par exemple, qu'on a dans les champignons, elle n'est pas du tout absorbable comparée à la vitamine D3 qui provient du soleil, le bêta-carotène et la vitamine A, le fer héminique et non héminique, la vitamine B6, il me semble qu'elle avait déjà aussi, la pyridoxine et la pyridoxale, donc c'est deux formes différentes. Et j'avais déjà expliqué que dans les compléments alimentaires, tels que celui que j'ai devant moi, on a donc du magnésium avec de la B6 végétale. Et donc tout le monde ne réagit pas pareil par rapport à cette forme de B6, donc là aussi, hein, la B6 qui est là-dedans, il ne faut pas compter sur elle pour avoir ses AGR en B6, puisqu'elle n'est pas vraiment absorbable. Donc même si derrière c'est écrit que j'ai normalement en 2 gélules, j'obtiens 71% de mes AGR, c'est pas vrai, car encore une fois, ce n'est pas une forme correctement assimilable. Donc ça pareil, ça ouvre peut-être une vidéo par rapport à ça, mais les AGR ne prennent pas en compte ces notions-là en fait. Les AGR, donc les apports recommandés journaliers, ne prennent pas en compte tous ces facteurs-là. Donc la question qui sera ouverte, c'est est-ce qu'on peut encore se fier est-ce qu'on peut se fier aux AGR pour savoir si on est dans les clous ou pas? Ma réponse personnelle c'est non, ça dépend, mais en général c'est plutôt non. Et voilà, ça on le verra dans une autre vidéo. Donc voilà, vidéo plutôt rapide qui vient en fait compléter les deux autres. Dans la prochaine vidéo, on va aborder tout ce qui est réparation de la muqueuse intestinale. Et d'ailleurs, on va aborder mon propre cas
dans cette vidéo, donc abonnez-vous pour ne pas la louper. Comme d'habitude, si vous avez des questions, ça se passe en commentaire ou en DM Instagram. Et pour ceux qui ont besoin de se faire accompagner, ça se passe également en DM Instagram.